Salut à toutes et tous, salut Céline. Salut François. Tu avais à cœur d'écouter les Toulousaines et les Toulousains. On a décidé de leur donner la parole et on va les écouter ce soir à travers cette émission. Qu'est-ce que c'est le thème ce soir ? C'est l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Exactement, et pour ça on a 3 invités exceptionnels qu'on va vous présenter tout de suite. On va commencer par ma gauche avec Manon Aubry. À gauche de l'échiquier politique. Toujours. Je suis la plus à gauche de ce plateau. Il y aura une battle. On va vérifier. Ça, on va pouvoir vérifier. Tant que Toulouse vire à gauche, ça me va. Allez, c'est parfait. Donc Manon, tu es députée européenne, tu es coprésidente du groupe La Gauche au Parlement européen, tu as travaillé sur plein de sujets féministes et notamment tu as travaillé sur une directive européenne pour intégrer la notion de consentement dans la définition pénale du viol. Quand tu as entendu parler de cette thématique pour ce sujet, cette émission, l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'est-ce que ça t'a évoqué ? Comme on est dans ce mois de mars où en général on parle des droits des femmes, je me dis peut-être qu'on va réussir à en parler le mois d'après, le mois d'après, le mois d'après et le mois encore d'après. Non, et surtout de là où je suis au Parlement européen, moi j'ai face à moi les 50 nuances d'extrême droite, de Jordan Bardella à Marion Maréchal Le Pen en passant par Sarah Knafo, et qui au quotidien s'attaquent aux droits des femmes. Et en fait pour moi, aujourd'hui, non seulement on sait que nos droits sont jamais acquis pour toujours, mais surtout, on sait qu'on a une énorme offensive réactionnaire face à nous. Et c'est contre ça aussi qu'il va falloir réussir à se mobiliser, non seulement pour gagner de nouveaux droits, mais aussi pour avoir conscience, parce que face à nous, ils remettent en cause le droit à l'avortement. Enfin, je sais pas, on est tous nés ici, le droit à l'avortement était légal, et on est en 2025 encore à lutter pour le droit à l'avortement, quoi. Et donc, je vais continuer avec Agathe Roby. Tu es conseillère municipale et métropolitaine à Toulouse. Pour toi aussi, qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis l'égalité entre les femmes et les hommes, la première chose à laquelle tu penses ? À la mairie de Toulouse. D'accord. Je pense que Jean-Luc Boudin qui préfère donner des locaux à Némésis plutôt que de faire des affichages pour la constitutionnalisation de l'avortement. Donc on est un peu mal parti avec la droite toulousaine, mais on lutte et on va réussir à arracher quelque chose. Super. Et tout à droite, nous avons Anissa Banyoub. Anissa, tu es triple championne de France de boxe anglaise. C'est ça. Et alors pour toi aussi, l'égalité femmes-hommes, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien déjà bonjour. Apparemment je suis dans la mauvaise place. Ça dépend à l'extrême droite. Pour moi Ouais. l'égalité femmes-hommes, pour moi dans le sport, parce que comme tu viens de le dire, je fais du sport, de la boxe, donc un sport dit masculin. Et donc c'est vrai que tout au long de ma carrière sportive, l'égalité homme-femme, ça a été une lutte jusqu'à encore 2025 malheureusement. Donc tout au long de l'émission, on va aborder tout un tas de thématiques. On va vous faire entendre des témoignages de Toulousaines et Toulousains qu'on a recueillis, des micro-trottoirs, pour être au plus proche de leur quotidien, répondre à leurs préoccupations. Et on vous propose de commencer tout de suite avec un premier thème, celui de la sécurité, qui est l'un de ceux qui est le plus revenu dans les témoignages que nous avons entendus. On commence tout de suite. J'aimerais bien lui demander quelles mesures il pourrait mettre en place pour sécuriser les femmes justement dans cette lutte pour l'égalité homme-femme. Comment il pourrait sécuriser dans tout ce qui est transport, dans la voie publique, pour que la femme se sente plus en danger quand elle marche ou quoi. La vie au quotidien, c'est par exemple se retrouver devant la gare à 3h du mat' à vouloir prendre un bus et de se retrouver dans un quartier qui est pas forcément, entre guillemets, qui est pas safe du tout. Et de se retrouver dans une situation où entre femmes on est obligé de créer des réseaux de solidarité en ne se connaissant pas, en disant ouais, est-ce que je peux rester à côté de toi, etc. Et donc ça c'est une situation qui est, je pense, propre aux femmes d'avoir ce genre de préoccupation, de se dire il faut qu'on se mette à l'abri. On a fini par prendre un Uber pour aller chez l'une des filles que je connaissais pas, quoi, pour attendre le bus en sécurité. Donc ça par exemple pour moi c'est un enjeu, quoi. Ça m'est arrivé aussi de me faire agresser, mais plus verbalement. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas du tout les clés pour me défendre. C'est-à-dire que je panique, soit je fuis, soit je fais une tête bizarre, En fait, j'aimerais qu'on m'apprenne à me défendre, en fait. J'aimerais qu'on m'apprenne à avoir de la répartie, j'aimerais qu'on m'apprenne à ne plus avoir peur souvent des hommes qui me regardent mal ou qui sifflent, ou des fois, c'est juste un regard, quoi. Et en fait, ça me met à nu, en fait.
Donc voilà pour cette première série d'audio sur la thématique de la sécurité. Donc on a entendu, il y a beaucoup de femmes qui s'expriment sur leur insécurité au sein de la ville, dans les transports, etc. Je crois que c'est assez symptomatique de ce qu'on appellerait la culture du viol, qui est extrêmement répandue dans notre société et qui a un continuum de violence, en fait. Et c'est ça qu'il faut réussir à comprendre pour réussir à déconstruire les violences à l'égard des femmes. C'est que du sifflet dans la rue aux commentaires X, Y ou Z, jusque un viol ou un féminicide, tout ça participe d'un même continuum de violence. Et une fois qu'on a compris que ça fait partie du même continuum de violence, on comprend comment la bataille, elle doit se faire dès le sifflet dans la rue. Ce qui veut pas dire que tous les hommes qui sifflent dans la rue vont commettre un viol ou un féminicide, fort heureusement, mais tout ça participe d'un même système, qui est le système patriarcal, qui assoit la domination des hommes sur les femmes. Et qui fait que ça paraît normal, et en effet, je veux dire, toutes les femmes autour de cette table pourraient témoigner de systèmes de solidarité, d'entraide, que je retiens aussi. Il y a une forme de solidarité naturelle qui est incroyable, mais en même temps qui souvent se substitue à la manière dont devrait fonctionner notre société, de l'échelon local jusqu'à l'échelon national, et vous y reviendrez à l'échelon local, sur comment on protège les femmes contre ce continuum de violence qui peut arriver jusqu'au pire, et notamment aux violences. Et le dernier truc que ça m'inspire, c'est que c'est aussi la démonstration que les violences sexistes et sexuelles, contrairement à ce que dit l'extrême droite, n'est pas le fait juste d'une partie de la population. Je vous raconte ça parce qu'au Parlement européen, je les entends sans cesse s'intéresser et instrumentaliser la question du droit des femmes uniquement quand les auteurs sont étrangers, sont musulmans, parce que le problème pour eux, c'est toujours l'étranger ou le musulman. Mais 90% par exemple des violences sexuelles qui sont commises, elles sont le fait d'hommes de l'entourage, donc d'hommes qu'on connaît. Et c'est aussi pour se protéger d'hommes qu'on connaît, donc y compris de donner des infrastructures aux femmes qui viennent porter plainte, les protéger, des centres d'hébergement d'urgence, etc., qu'on arrive le mieux à protéger les femmes des hommes violents dans leur entourage, n'en déplaise à l'extrême droite. Agathe, on a entendu beaucoup de témoignages de Toulousaines. Pour toi, qui est conseillère municipale, qu'est-ce que ça te fait d'entendre des Toulousaines qui se sentent comme ça dans leur ville ? Ça m'étonne pas parce que moi je suis moi-même une Toulousaine qui me déplace à Toulouse et je vois bien ce à quoi on est confronté chaque jour et qui s'explique par quelque chose de très simple. C'est que la ville, elle est pensée uniquement en fait pour les hommes et elle n'est pas inclusive. Et même quand on parle d'inclusion, c'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les personnes en situation de handicap, les enfants, les personnes âgées, les personnes racisées aussi, puisque en fait toutes ces personnes-là, dans la politique d'urbanisme de la ville, en fait on ne pense pas à elles. Et il y a plein de solutions qu'on aimerait mettre en place avec François. Il y a un des témoignages qui m'a fait penser à une mesure auquel on réfléchit avec François. C'est la jeune femme qui a évoqué le fait que quand elle est devant la gare, en fait, quand elle doit rentrer dans des quartiers qui sont pas forcément safe de nuit, elle sait pas trop comment faire. Et il y a plus de bus parce qu'en fait, on a une offre de bus assez catastrophique à Toulouse. On a Moudin qui nous fait une 3e ligne de métro qui répond pas du tout aux enjeux de déplacement. Et du coup, on était en train de réfléchir à comment on pourrait mettre en place un système de chauffeurs municipalisés qui serait largement mieux payé et payé correctement, contrairement aux chauffeurs Uber ou aux chauffeuses d'ailleurs, pour pouvoir accompagner les personnes, donc les femmes, les personnes âgées chez elles pendant les moments où il y a pas de bus, pour les permettre aussi de se déplacer le soir. Parce qu'on se rend compte que en fait, les femmes, elles ont peur de se déplacer le soir parce que l'espace est pas suffisamment safe en termes d'éclairage aussi. Il y a une mesure aussi, si on arrive au Capitole, qui nous semble forte aussi pour montrer aux femmes qu'on les croit. Et je voudrais que tu en parles peut-être. C'est le fait que de se porter systématiquement partie civile dans les cas de VSS notamment. Et je pense, mais tu t'en parleras peut-être au cas de Lison qui a pas mal touché la ville et la métropole. Oui, c'est en fait de faire en sorte que la municipalité accompagne les victimes de VSS en se portant partie civile quand il y a un dépôt de plainte qui est signalé.
Et effectivement, à Toulouse, on a eu un féminicide qui nous a tous meurtris. C'est celui d'une jeune étudiante qui était étudiante à l'université Jean Jaurès, c'était en décembre dernier, qui s'appelait Lison, et qui nous a rappelé à quel point le chemin qu'il y a à parcourir en termes d'égalité des droits des femmes et des hommes est encore long. Et par rapport aux témoignages qu'on entendait, moi, il y a quelque chose qui m'alerte et qui me rappelle à plusieurs choses. C'est-à-dire que, évidemment, ce combat-là, c'est le combat des femmes. Mais les hommes doivent pas être en dehors et s'en dégager en disant c'est pas notre affaire. Donc, on a tous notre chemin à faire. J'y prends ma part dans le fait de déconstruire les stéréotypes patriarcaux dans lesquels on a grandi. Parce que quand j'en discute avec des amis, pour celles et ceux qui, comme nous, ont grandi, on va dire, dans les années 90, 2000. Tous les films, quasiment. T'avais quel âge dans les années 2000 ? J'avais... Il était grand déjà dans 2000, les années 2000. Hein. 2000, j'avais 15 ans. Mais beaucoup des films ou des productions culturelles qu'on voyait, en fait, induisaient ce que tu appelles la culture du viol à raison. C'est-à-dire, le modèle que tu avais, c'était qu'à un moment, il y avait une fille qui te disait non, bah t'y allais quand même parce qu'en fait, elle disait non pour dire oui. Donc, c'était ça qu'on t'apprenait, en fait. Et donc, il y a vraiment un enjeu dès le plus jeune âge à éduquer les garçons, à savoir le consentement, qu'est-ce que c'est, non, qu'est-ce que c'est, la gestion de la frustration, qu'est-ce que c'est. Et ça, je pense que c'est aussi des programmes qu'on peut mettre en place d'un point de vue municipal. Anissa, pour conclure sur cette thématique, Manon, Agathe l'ont aussi évoqué. Il y a une question d'intersectionnalité aussi dans le sexisme qu'on peut vivre. Quand on est une femme, on vit du sexisme dans la rue, mais ça s'empire si on est une personne handicapée, si on est une personne racisée, si on est une personne LGBTQIA+. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus ? Oui, malheureusement, je suis une femme racisée, maghrébine, d'origine algérienne, et c'est vrai que au cours de ma jeune vie, parce que moi je suis jeune encore, j'ai dû être confrontée à ça, et c'est vrai que c'est pas chose facile, parce que comme l'a dit une certaine personne, on n'a pas les armes face à de tels propos. Là, comme ça, j'ai un souvenir où on se faisait une balade en vélo, donc dans les coteaux toulousains, une balade en vélo. Donc c'est chose qui paraît genre trop naturel, super sympa, temps agréable. J'ai passé l'heure la plus horrible de ma vie niveau racisme. Parce que j'étais accompagnée de filles qui me ressemblent physiquement, donc d'autres maghrébines, pour certaines qui étaient voilées, et on s'est fait insulter pendant 1 heure, en non-stop. Je te remercie pour ce témoignage. Je vous propose qu'on enchaîne sur un nouveau témoignage qui est un peu différent dans la perception de l'insécurité qu'on peut vivre. On n'a pas du tout d'urinoir alors que les hommes en ont plein. Les moments où on se retrouve à devoir faire pipi dans la rue parce qu'on peut pas le faire autre part, soit on se sent pas en sécurité, soit sinon on se prend une amende, et les policiers ne veulent pas comprendre que parfois il n'y a pas le choix, que je vais pas me faire pipi dessus ou attendre que ma vessie explose. François, les toilettes publiques, c'est mon sujet, c'est ça. Mais non, t'es le seul à pouvoir bénéficier des urinoirs ici. Nous, oui, c'est vrai. À moins de se balader avec son pisse debout comme en festival tout le temps. Là, mais c'est un sujet qu'on a commencé à traiter lorsque j'étais encore conseiller municipal d'opposition, parce qu'effectivement, on s'était rendu compte qu'il y avait une carence en termes de toilettes publiques à Toulouse. Et quand on compare avec d'autres villes, Toulouse, c'est une toilette publique pour 7000 habitants. Et Lyon, Rennes, qui sont les plus avancés, c'est une toilette publique pour 2000 habitants. Donc ça fait un différentiel. Et en fait, derrière ce sujet, ce qui se joue, c'est, Agathe en a parlé, c'est quelle ville inclusive pour les femmes, mais aussi pour les personnes âgées notamment, pour les personnes qui ont des maladies, pour les personnes qui ont des enfants, et on peut le décliner comme ça, et on voit que les toilettes sont en fait le symbole de beaucoup d'inégalités dans la manière dont ils sont pensés et ils sont conçus. Et en plus à Toulouse, ce qu'on a, c'est qu'ils sont délégués à une société privée financière qui s'appelle JC Déco, et pour une qualité de service qui, si on faisait un sondage, je pense, c'est un micro-trottoir peut-être une prochaine fois dans la rue, laisserait à mon avis à désirer, et qui en plus est très coûteux. Donc nous, on veut les remettre en régie publique et mettre à minima une toilette publique pour 2000 habitants dans la ville. Mais ça nous amène à cette thématique plus large qui est comment on construit la ville à l'avenir, comment on a les projets sous le prisme du genre, c'est-à-dire en faisant en sorte d'être le plus inclusif pour les personnes
que ce soit des femmes, des hommes ou autres. François, tu seras peut-être le futur maire de la ville de Toulouse et les Toulousaines et Toulousains veulent savoir, ils ont plein de questions à te poser. Et donc nous te proposons un petit jeu qu'on a appelé le cap ou pas cap. Tu vas écouter des témoignages de Toulousaines et Toulousains, des questions qu'ils te posent et tu devras réagir par cap si tu veux bien accepter leurs mesures ou pas cap, au contraire si pour toi c'est pas une mesure qu'il est nécessaire de faire pour la ville de Toulouse. On écoute le premier. Cap ou pas cap d'organiser des événements gratuits pour apprendre l'autodéfense aux femmes et personnes minorisées de genre. Ah bah cap, et puis c'est Anissa qui va les animer. Voilà. Très bonne question. C'est vrai que, pardon, si je me permets, c'est vrai que moi, étant boxeuse professionnelle, mais aussi éducatrice sportive, je rencontre énormément de femmes et de plus en plus ces derniers temps, de femmes qui souhaitent prendre des cours de self-défense, de boxe. Elles me disent que c'est pas forcément pour se bagarrer matin, midi et soir, mais c'est surtout pour avoir les armes ou une certaine confiance en soi, une certaine posture face à certains conflits des fois qu'elles peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours. Et ça serait une très très bonne... il faut y penser. Et si je peux ajouter, nous on a 2 mesures sur le sujet, notamment pour répondre à l'urgence face aux femmes qui sont victimes de VSS. C'est étendre le dispositif Angela, qui existe déjà mais qui n'est pas assez connu et su, c'est-à-dire que quand quelqu'un est victime d'harcèlement ou de violence, elle peut aller dans un lieu, dire « je cherche Angela » et que la personne sache de quoi il s'agit et donc agir en conséquence. Et puis c'est de mettre en place une application qui s'appelle Toulouse Plus Sûr, qui est en fait une application où pareil, on peut trouver du secours mais aussi un certain nombre de ressources en matière de santé et donc, pourquoi pas, en matière de self-défense pour apprendre des pratiques d'autodéfense. Et on va enchaîner directement sur un second cap ou pas cap. Cap ou pas cap de mettre en place une formation vraiment efficace pour la police municipale afin qu'elle veille au respect de l'égalité femmes-hommes dans leurs effectifs et puis aussi dans l'espace public. Cap, bien sûr, on va le faire, Agathe. Bah oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup pour vos réactions sur cette thématique de la sécurité. Et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec un second thème qui nous est beaucoup revenu dans les échanges, qui est celui du travail. Et on le verra particulièrement aussi de l'impact de la maternité sur le travail. Et je vous propose qu'on écoute directement un premier audio. Monsieur le futur maire de Toulouse, moi je voudrais savoir ce que vous comptez faire pour la famille, pour les futurs parents et en particulier les futures mamans qui devront prendre leur travail, retrouver leur poste avec un nouveau-né ou un enfant en bas âge. Voilà, vu le peu d'accès aux crèches, aux modes de garde, je voudrais savoir comment faire pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Qui veut répondre? Qui veut s'y attaquer? Moi, j'ai commencé. C'est vrai que c'est un sujet hyper sensible qu'on se pose dès le début, dès qu'on se pose la question de est-ce qu'on veut faire un enfant ou pas. Je suis maman de 2 enfants et que ce soit dans ma carrière professionnelle ou sportive, parce que forcément, c'est quelque chose qui revient sur le tapis. Quand il faut le faire, à quel moment faut le faire, est-ce que financièrement c'est possible derrière de se mettre en congé maternité? Moi, je sais que pour ma fille, c'était un peu compliqué financièrement de m'arrêter et j'ai repris mon travail 1 mois après. Donc, j'avais la chance d'avoir ma belle famille ici sur place pour pouvoir me garder le bébé. Mais c'est vrai que j'ai autour de moi, grâce à mon sport et à mon entourage, des femmes qui se disent « Ouais, non, moi, le bébé, je peux pas le faire parce que je travaille. » Ou je peux pas reprendre le travail parce que le congé maternité, c'est 3 mois. Et laisser un bébé de 3 mois à la crèche quand tu allaites, ça paraît très compliqué. Et si tu trouves une place en crèche, donc c'est vrai que tout ça c'est compliqué. Macron s'est plaint du manque de natalité en France, mais en fait il a pas pris les bonnes. T'as pas l'impression que ton utérus c'est une arme? Ouais, j'ai compris qu'il fallait procréer de plus en plus, mais ils nous donnent pas les facilités pour pouvoir faire, que ce soit le congé maternité, les crèches, les moyens de garde. C'est vrai que c'est hyper compliqué.
Toi, tu as aussi galéré pour trouver des places en crèche? Oui, moi j'ai galéré en tant que maman. J'ai écouté Macron, j'ai eu envie de me ligaturer les trompes, clairement. Mais les places en crèche, oui, c'est un vrai sujet, notamment pour les familles monoparentales. Et en fait, c'est toujours dans les couples, sinon c'est toujours les femmes qui vont rester à la maison. Parce qu'en fait, la mairie de Toulouse, elle a des critères qui sont finalement hyper injustes socialement. C'est-à-dire que tu vas avoir moins de points et moins de chances d'avoir une place en crèche s'il y a un des deux parents qui est au chômage. Sauf qu'en fait, tu te retrouves au chômage parce que tu ne trouves pas d'emploi, parce que tu dois t'occuper de ton enfant. Mais du coup, tu risques pas d'avoir de place en crèche. Les nounous, ça peut être cher. Après, il y a plein de dispositifs, mais qui sont insuffisants. Les crèches, elles sont dans des situations catastrophiques financièrement. Mais ça, c'est une thématique qui est nationale et qui n'existe pas qu'à Toulouse. Mais surtout, en fait, il y a plein de dispositifs qui existaient que la mairie a arrêtés. Et je pense notamment aux dispositifs qui permettent tu vois, Anissa, tu as un métier particulier. Moi aussi, j'ai un métier particulier. Je suis chercheuse, je fais de la politique à côté. Et quand j'étais jeune maman, j'avais besoin des moments quand on garde mon enfant à d'autres moments que les moments de standard, quoi. Et en fait, il y avait des dispositifs comme la crèche Sainte-Lucie, qui est sur ta circonscription, qui existait et qui était là justement pour aider les mamans qui avaient besoin de garder leurs enfants en horaire étendu. Ils ont arrêté ce dispositif alors qu'en fait, il faudrait les multiplier. Et même pour les agentes de la mairie, parce que dans les services publics, on a plein d'agentes qui sont catégorisées souvent, qui vont travailler le soir tard dans les bibliothèques, dans les écoles, qui vont travailler le samedi et le dimanche, etc., etc. Et donc, en fait, faut leur permettre de pouvoir travailler correctement et de pas avoir des temps partiels parce que ça conduit aussi ça à l'inégalité salariale. Je vous propose qu'on écoute un second son, une seconde intervention qu'on a reçue dans la rue. Monsieur le futur maire, allonger, rallonger, créer un congé de paternité, un vrai congé de paternité pour les gens du secteur qui travaillent pour la mairie, qui travaillent pour la ville de Toulouse. Oui, c'est dans notre programme, donc oui, on va l'étudier de près. Je crois qu'il y a une ville comme Grenoble, il me semble, qui est en train de l'expérimenter. Et il faut qu'on voit aussi ce qui se fait à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui peuvent être intéressants. Voilà. Tu sais, toi, ce qui se passe à l'étranger? Oui, il y a pas mal de pays, notamment les pays du nord de l'Europe, qui, dans une certaine mesure, sont un peu en avance sur nous, où le congé paternité est de plusieurs mois, ce qui est une culture complètement différente, évidemment, parce que, et encore, quand on pense que c'était une semaine jusqu'à il y a pas longtemps, t'es là, au bout d'une semaine, en plus, c'est 7 jours d'affilée. Donc, c'était même pas 7 jours ouvrés, c'était 7 jours d'affilée, et t'étais là. Non, mais vraiment, comment on peut retourner travailler alors que t'as un tout petit truc comme ça, un tout petit bébé qui crie, c'est normal, c'est un bébé en fait. Et que t'as ta femme qui est pas bien. Ouais, et t'as ta femme qui est pas bien, qui vient d'accoucher, au bout d'une semaine, 10 jours, c'est vraiment impensable et clairement un mois c'est très peu. J'ajoute d'ailleurs que au moment où il y a eu une discussion et une bataille au niveau européen sur le congé parental et l'indemnisation du congé parental, parce que c'est aussi un sujet, pourquoi il y a plus de femmes qui prennent un congé parental? Parce que évidemment c'est la femme qui gagne moins, donc dans le couple ça coûte moins cher. Donc on s'était battu pour augmenter le niveau de rémunération du congé parental, et devinez qui l'avait bloqué? La France d'Emmanuel Macron, bien sûr, toujours le premier quand il s'agit de bloquer les avancées en matière d'égalité femmes-hommes. C'était d'ailleurs exactement la même chose qui s'était passé sur la définition du viol qu'on évoquait juste avant. C'est aussi la France d'Emmanuel Macron qui l'avait bloqué. Comme quoi, si on regarde en Europe, c'est pas que l'extrême droite, les rétrogrades officiels, Viktor Orban, Giorgia Meloni qui s'attaquent aux droits des femmes, mais même la droite classique, entre guillemets, et les centristes, si on peut les définir comme ça, s'attaquent aussi à nos droits. Donc là, on a beaucoup parlé de la maternité, mais pour avoir une maternité heureuse, encore faut-il qu'elle soit choisie. Et on vient de parler de la France d'Emmanuel Macron, mais à Toulouse, nous avons aussi la mairie de Jean-Luc Moudenc. Il se trouve que à Toulouse, on a des problèmes au niveau des subventions des associations, et je pense notamment au planning familial. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots, Agathe? On a une baisse de subventions de toutes les associations de santé communautaire de manière large, dont le planning familial, mais aussi toutes les associations qui vont venir en aide aux travailleuses du sexe et aux prostituées, et les associations aussi LGBTQIA+, qui viennent se prendre à moins 40%.
Et ce qui est encore plus grave, moi je trouve, et qui est vraiment révélateur d'un peu du conservatisme latent de Jean-Luc Moudin qu'on connaît depuis longtemps, c'est ce refus d'afficher et de promouvoir la constitutionnalisation de l'IVG et l'accès à l'IVG sur les panneaux d'IJC-Deco, donc les panneaux d'abribus, ce qu'on a proposé en conseil municipal il y a pas longtemps. On a proposé aussi des choses autour de la précarité menstruelle dans les écoles, parce qu'en fait les règles ça arrive très vite. En CM1, CM2, et pareil, ils veulent pas en entendre parler, et donc on a vraiment aucune volonté de la part de Moudinque pour travailler sur ces sujets-là, quoi. Et Manon, pour conclure sur ce thème, je sais que tu as été très active aussi sur la question de l'IVG au Parlement européen. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, l'IVG en Europe ? C'est super intéressant. Je me souviens au moment du débat il y a 1 an sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG, une partie de la droite, de l'extrême droite disait mais pourquoi on va le constitutionnaliser au final, le droit à l'avortement, il n'y a pas de danger en France. Alors déjà il n'y a pas de danger, vous en faites la démonstration, c'est une chose de l'avoir dans le droit, c'est une autre chose d'y avoir accès de manière efficace, et donc pour ça il faut des plannings familiaux avec des moyens, avec des infrastructures, et c'est très très loin d'être le cas sur tout le territoire français, et Toulouse en est une des démonstrations. Et puis ensuite, il suffit de regarder l'offensive réactionnaire que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, en Pologne, par exemple, non seulement le droit à l'avortement est interdit, mais les femmes qui viennent en aide, ou les femmes ou les hommes d'ailleurs, mais c'est souvent des femmes qui viennent en aide, mais les personnes qui viennent en aide aux femmes qui veulent avorter peuvent être aussi poursuivies en justice. Il y a notamment une des activistes assez connues en Pologne qui s'appelle Justyna, qui est poursuivie en justice par la Pologne. Et ce qui est frappant en plus, quand je vous disais que cette offensive réactionnaire s'immisce dans le discours politique bien au-delà de l'extrême droite, c'est qu'en Pologne, ceux qui avaient mis en place cette criminalisation du droit à l'avortement, c'est l'extrême droite, un parti qui s'appelle le PiS, mais ensuite c'est les libéraux qui ont gagné les élections, notamment sur la promesse de la légalisation du droit à l'avortement. C'est l'allié de Macron qui s'appelle Donald Tusk. Et devinez quoi, Donald Tusk, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, évidemment, il s'est assis sur sa promesse de légaliser le droit à l'avortement. Et le droit à l'avortement n'est toujours pas légal en Pologne. Et je parle même pas de Malte où il est simplement interdit, en Hongrie où on demande d'écouter le cœur du fœtus aux femmes qui veulent avorter, en Italie où 3/4 des médecins sont des objecteurs de conscience et donc le droit est légal, mais vous allez dans les hôpitaux et concrètement vous n'y avez pas accès. Donc en fait, tout autour de nous, on voit que ce droit le plus simple, le plus fondamental à choisir en fait pour notre corps est un droit qui est en train d'être attaqué bien au-delà malheureusement des rangs de l'extrême droite. Merci pour ces discussions. Je vous propose qu'on conclue sur ce thème avec un nouveau cap ou pas cap. Cap ou pas cap de mettre les serviettes hygiéniques gratuites pour les femmes. Cap, bien sûr. C'est une des propositions du programme. Et justement, et bio en plus. Et dans les écoles. Et ce sera sur l'appli Toulouse Plus Sûr. Parfait. Et un second cap ou pas cap ? Cap ou pas cap d'instaurer un congé menstruel pour les agentes municipales. Cap aussi, c'est dans le programme. Ok, merci pour ces échanges. Je vous propose qu'on enchaîne sur la dernière partie de l'émission. On a parlé de parentalité, on a parlé de maternité. Là, on a des petits bouts de chou, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Je vous propose qu'on attaque sur les stéréotypes de genre qui touchent tout le monde dès le plus jeune âge, dès la maternelle. Et on va écouter 3 témoignages successifs tout au long de la vie. J'ai fait de la restauration et tu te sens bien dans certains établissements qui veulent pas de femmes parce qu'on est soi-disant pas assez forte physiquement, parce que pour plein de raisons, et ce qui est un peu pas fou et qui devrait changer, parce que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est moins fortes et qu'on peut pas faire le travail d'un homme. Bonjour Monsieur Pickman, je suis père de 2 filles qui sont scolarisées dans une école élémentaire publique de Toulouse et elles vont au CLAE. Et quand je vais les chercher au CLAE, systématiquement, la cour de l'école est entièrement occupée par les garçons qui jouent au foot. Et donc les filles sont reléguées à certains coins de la cour de récréation. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pourriez faire pour remédier à ce problème de partage de l'espace collectif qui est une cour d'école. Merci. François, est-ce que tu veux commencer comme tu es fan de football ? Qu'as-tu à nous dire sur le football ? Oui, effectivement, j'aime beaucoup le foot. Je suis allé voir récemment France-Norvège au Stadium
match de l'équipe de France féminine. Je pense aussi, par exemple, le TFC, on a une équipe féminine qui est en 2e division et c'est une anomalie. C'est la 3e ville de France et on devrait avoir beaucoup plus d'ambition en la matière. Après, sur la question de faire du sport selon son genre, on sait qu'il y a des constructions sociales qui font que tel sport, par exemple, je vais prendre, la gymnastique, on va dire ça c'est un truc de fille, le foot ça c'est un truc de garçon. Heureusement, il y a des choses qui évoluent et les mentalités évoluent quand même. Hein. Enfin, je me souviens que quand j'étais petit, je peux pas ramener aux années 90. Les années 50. Mais vous regardiez Téléfoot, le foot féminin n'existait même pas. Il y avait pas une fois où on citait une joueuse. Alors moi, je connaissais vaguement Marinette Pichon, mais parce que j'avais lu un reportage dans 11 Mondial, 2 pages au milieu de je sais pas combien. Mais on voit qu'il y a une évolution quand même qui est positive, mais qu'elle n'est pas suffisante. Et en plus, moi, ce qui m'intéresse avec le foot féminin, c'est que c'est là où on a eu les personnalités sportives, parfois les plus en pointe de l'engagement. On l'a eu avec l'équipe d'Espagne récemment, et on l'a eu aussi avec Megan Rapinoe dans l'équipe américaine. Donc je trouve que c'est un vecteur d'émancipation collective qui me semble particulièrement intéressant. Bon, Anissa, forcément, triple championne de boxe, je suis obligée de me tourner vers toi. En plus, tu es aussi éducatrice pour la boxe, justement. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce qu'à travers la boxe, tu peux lutter contre les clichés sexistes ? Déjà, tout d'abord, moi, j'ai commencé la boxe parce que ma mère voulait absolument qu'on fasse du sport. J'ai ma petite sœur aussi qui fait du sport. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle est footballeuse. Donc, on a choisi toutes les deux des sports dits masculins. Et en fait, dans notre cocon familial, c'était pas un problème. C'était logique qu'on fasse du sport parce que c'était pour la santé, pour le bien-être. Mais quand on a commencé à se mettre dans des sports dits masculins, ça a dérangé personne. Surtout que ma sœur a vraiment performé dans sa discipline. Donc au contraire, on était plus à la soutenir et à être fiers d'elle plutôt que à se brider parce qu'elle fait un sport dit masculin. Et ensuite, c'est vrai que comme on l'a pu entendre dans les commentaires, moi je m'en souviens, j'étais en CE2 et notre prof, donc notre maîtresse à l'époque, nous disait « Oui, mais c'est normal que les garçons, ils ont besoin d'espace. Ils ont besoin d'espace parce qu'ils font du foot et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont forts en géométrie. » Je sais pas, je me souviens qu'elle disait ça, que eux ils étaient forts en géométrie parce qu'ils avaient un truc au niveau de l'espace, parce que voilà, eux ils couraient partout et que peut-être que nous en tant que filles, on avait besoin de moins d'espace pour jouer et qu'on était plus qu'on fait de la danse. Voilà, qu'on était plus manuel, intellect et des futures bonnes mamans. Et c'était notre prof notre maîtresse de CE2 qui nous avait dit ça et qui nous avait dit le même commentaire que le monsieur. Donc c'est vrai que tout au long de ma carrière sportive, on essaye de donner l'exemple. Et c'est vrai que dans mon club de boxe, d'avoir une éducatrice femme, ça change les stéréotypes totalement. On a plein de parents qui viennent inscrire leurs garçons à la boxe et qui me demandent à moi, il est où l'entraîneur ? Je dis, c'est moi. Non, mais le vrai entraîneur. Oui, c'est toujours moi. Et au début, ils sont un peu perplexes. Ils disent, c'est comme si je passais un casting. Donc, j'étais un peu en test de voir si j'étais un bon entraîneur pour leurs garçons. Et au final, le fait d'être là, le fait de gagner en crédibilité et aussi d'avoir eu des champions dans mon club de boxe m'a donné de l'estime pour eux. Et on a remarqué d'avoir de plus en plus de femmes, de jeunes filles qui viennent à la boxe parce que justement, ils ont une représentation féminine. Et sans prétention d'avoir une femme entraîneur, ils se disent c'est possible, elle est boxeuse, elle a réussi, j'ai des titres et en plus ils voient un peu l'ascendant que j'ai sur certains boxeurs, l'ascendant que je peux avoir sur certains boxeurs du même âge que moi et de voir que quand je demande quelque chose, ils m'écoutent, ils disent là il y a une carte à jouer et les parents sont plutôt fiers de voir leur jeune boxeuse s'épanouir sur un ring.
Bah non, on peut pas parler de sport sans parler de water-polo. Ta grande carrière, ta carrière internationale. Un autre sport assez masculin aussi. Pour la petite anecdote, je joue en championnat régional féminin. C'est assez cardio. Mais du coup, pour la petite anecdote, je joue aussi, on a un championnat mixte plus amateur où je fais des coups de main aux gars, parce que du coup, je suis dans un club mixte, où on est une minorité de femmes dans ce club, comme vous pouvez l'imaginer, puisque c'est pas un sport très masculin. Et quand on joue les matchs mixtes, à chaque fois, je me fais la remarque de la manière dont ça joue, qui est très différente, qui est beaucoup plus sur le physique, beaucoup plus sur la violence. Et donc, pour la petite anecdote, hier, je me suis pris un énorme coup de coude dans la pomme. Apparemment, ça se voit pas trop, mais en fait, on m'a placé du bon côté, là. Donc, moi aussi, j'ai un peu le sentiment de faire de la boxe, tu vois. C'est un peu de la boxe dans l'eau. Je vous raconte aussi cette anecdote parce que, y compris dans la pratique sportive, la manière dont on apprend à jouer sur un sport, c'est les mêmes règles, évidemment, pour les hommes et pour les femmes en water-polo, mais le style de jeu va aussi être très différent parce que les hommes, on va les apprendre à jouer sur leur puissance, sur leur violence. Le water-polo, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un sport qui est quand même très de contact, où le principe, c'est de prendre le poignet et de couler la personne en face de toi et de passer avec le ballon. Mais donc, c'est un sport très de contact, mais je trouve ça assez symptomatique aussi d'une forme évidemment de stéréotypes de genre dont on te socialise aussi comme ça dans ta pratique sportive, alors que le sport est le même, les règles sont les mêmes, évidemment on n'a pas le même physique. Il y a aussi une question plus générale de moyens dans le sport féminin que tu as dû expérimenter en boxe. Moi, je l'ai vu, parce que j'étais en sport-études quand j'étais jeune, sur un sport pour le coup moins sexiste, entre guillemets. J'ai fait de la natation puis du triathlon, comme ça qu'après je suis venue au water-polo. Mais je le vois ensuite maintenant, spécifiquement au water-polo, où il y a une vraie différence femmes-hommes, où les fédérations vont davantage investir, davantage faire d'événements, etc. Nous, en water-polo féminin, on doit se battre avec notre fédé pour organiser nos tournois régionaux, etc. Et la réponse qu'on nous fait, c'est ça coûte trop cher. Et donc, attendez, mais on a 2 fois moins de matchs que les mecs, on paye la licence le même prix et on doit se battre avec la fédé. Donc ça veut dire que, en fait, à tous les niveaux, on a besoin de pousser le sport féminin comme un outil d'émancipation aussi. Et je connais plein d'histoires comme toi, de jeunes filles qui ont grandi à travers le sport, et ça veut dire que la municipalité aura pour le coup aussi un rôle à jouer pour développer les cadres, les infrastructures, pour que les petites filles poussent la porte des clubs de sport et pas uniquement la danse, même si évidemment elles pourront continuer à le faire, mais tout type de sport. Je sais pas, le water-polo à Toulouse, je crois que c'est pas incroyable. Par contre, la natation. La natation à Toulouse. Certains Léon. Comment déjà vaguement. Mais d'ailleurs, là-dessus, comment t'amènes tout le monde au sport? Alors les jeunes filles, les enfants, etc. Mais quand on parle de Léon Marchand, moi je dis souvent, Léon Marchand, en fait, c'est un enfant du socialisme municipal, puisqu'il a appris à nager dans une piscine publique qui a été bâtie par les maires socialistes un peu radicaux de Toulouse à l'époque. Donc on voit que mettre à disposition des équipements sportifs, c'est pas que pour les champions comme Léon Marchand, ça il y en a un tous les demi-siècles, mais c'est aussi pour tous et toutes. Ouais, moi aussi, j'ai appris dans une piscine municipale et il y a eu un grand vent de piscine municipale, pour le coup, même avant qu'on soit né, François, qui a permis à une génération d'apprendre à nager, et toutes ces piscines sont en train d'être démantelées petit à petit, notamment sous le coup de l'électricité, ça coûte cher, etc. Pour avoir une place, pour apprendre à nager aux enfants, c'est des fois c'est des 1 an d'attente. Je sais que pour ma sœur, ça a été 1 an d'attente et la licence, ça te coûte un bras et une jambe en plus. Donc c'est vrai que l'accès au sport est très compliqué, l'accès au sport mixte est très compliqué et en plus c'est très coûteux. Sur tout ce qui est texte réglementaire, etc., la légalité normalement est appliquée, l'égalité homme-femme est appliquée, mais en réalité, en étant étudiante en sociologie, on nous a montré qu'en fait les inégalités résident surtout dans les mentalités aujourd'hui, et que ça se voit surtout dans les proportions de femmes ou d'hommes qu'on retrouve par exemple dans les différentes licences. Par exemple, je suis en mineure sciences de l'éducation et il y a à peu près 90%, 95% de femmes et très peu d'hommes.
Et ça, c'est sûrement lié en fait aux éducations qu'on a reçues. Donc c'est des prénotions, enfin c'est des stéréotypes qu'on a, des choses qu'on a intériorisées. Mon frère, il va faire ingénieur en aéronautique très probablement. Et moi, je me retrouve en licence de sociologie, mineure sociale de l'éducation. Donc c'est très probablement parce qu'on a reçu une éducation différente. Et voilà, je pense que ça réside surtout dans l'éducation, que ce soit à l'école ou aussi bien par les parents. Moi, je suis ingénieure en aéronautique. Dans ma classe, on était 3 sur 19 élèves. Voilà. Faut savoir qu'effectivement, en socio, il y a une majorité de population féminine en licence, en master. Et puis après, en doctorat, même moi, je fais de l'histoire, ce sont des hommes. Et ceux qui sont recrutés, ce sont majoritairement des hommes. Donc, on a majoritairement des femmes qui vont faire des études et finalement ceux qui vont choper les postes, c'est pas elles. Voilà, donc on est sur une injustice là aussi qui est quand même contre laquelle il faut lutter et dès le plus jeune âge pour expliquer aux jeunes filles que en fait elles peuvent tout faire et elles peuvent tout se permettre sans se restreindre. Et je pense que c'est super important. Cap ou pas cap d'attribuer des noms de femmes à toutes les nouvelles rues de Toulouse durant votre mandat ? Alors, presque cap, parce qu'on s'engage, nous, à mettre 80% de noms de femmes sur les nouvelles rues qui seraient inaugurées. Il faut savoir qu'il y a moins de 5% des rues de Toulouse qui portent un nom de femme. Donc, on part de très loin. Alors, ce mandat-ci, on a essayé de se tenir pour notre groupe d'opposition à 75% de noms de femmes, mais une fois qu'on va arriver au Capitole en 2026, ce sera 80% minimum. Voilà, donc c'est un engagement de campagne également. Et en plus, il y a plein de noms à donner. Et on enchaîne sur le tout dernier cap ou pas cap. Cap ou pas cap de rendre l'accès au stadium gratuit pour les femmes ? Écoute, je crois que c'est fait dans certains cas, mais effectivement, on peut regarder ça, mais ça va pas dépendre que de nous, parce que le Stadium, c'est un club de foot privé, c'est le TFC, mais on pourra en parler au président du TFC et ça et d'autres choses d'ailleurs. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci à nos invités d'avoir répondu présentes. Pour conclure, on vous propose de signer une brique rose, orange de Toulouse. Brique toulousaine, quoi. Une brique toulousaine. En souvenir pour marquer les étapes jusqu'au Capitole. Cap sur le Capitole.